Donc aujourd'hui, nous allons parler des procédés de surgélation et de congélation industrielle. Donc, je suis Guillaume Brien, je travaille pour Bretagne Développement Innovation et donc je suis en charge d'un programme agrétique qui traite du numérique pour l'agriculture et l'agroalimentaire avec un focus spécial sur l'usine agro du futur. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter, d'animer ce web show qui va parler des procédés de surgélation et de congélation industrielle. Et donc je suis accompagné ce matin de Thierry Le Garec et de Florent Lecoq qui vont se présenter. Donc je vous laisse, messieurs, vous présenter et vous introduire pour ce nouveau web show. Oui, bonjour. Donc Thierry Le Garec, j'ai un parcours de 25 ans dans l'industrie principalement alimentaire, alternativement fournisseur de solutions et client exploitant, en particulier pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, 9 ans dans le dimensionnement, la conception et l'installation et la mise en service d'installations de surgélation cryogénique, et 4 ans avec un rôle d'acheteur exploitant de surgélateurs spirale froid mécanique dans le domaine, en l'occurrence, de la boulangerie industrielle. Je suis directeur des projets chez CIP. Donc, depuis 2004, CIP est spécialisé dans l'automatisation d'installations pour l'industrie. CIP a rejoint le groupe Altenov en 2018 et vient d'emménager dans des nouveaux bâtiments de 3500 m² avec une équipe de 65 salariés. Elle a développé des services spécialisés dans la robotique, transitique, génie des procédés, chaudronnerie, tuyauterie. Ok, merci Thierry. Je vais laisser maintenant la parole à Florent. Florent, si tu pouvais te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Florent Lecoq, donc je suis chef de projet chez CIP depuis 6 ans en machines spéciales et process, qui comprend notamment le produit surgélateur. J'ai dans mon parcours professionnel un passif de 7 ans en tant que chef de projet et responsable BE en développement de surgélateurs, ainsi que 2 ans dans le développement frigorifique de réseaux et salles de machines. Voilà. Ok, merci Thierry, merci Florent. Donc ce matin, on va traiter ce sujet. Pour les industriels agroalimentaires, c'est vraiment un sujet qui existe depuis très longtemps, même d'après-guerre, sur la longue conservation des aliments. C'est un enjeu important, une problématique importante pour les producteurs, mais aussi pour les industriels. On va commencer par une question toute simple, Thierry. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet objectif de départ qui est la longue conservation des aliments? Donc évidemment, la longue conservation est l'objectif premier, mais on doit aussi tenir compte conserver les qualités organoleptiques des aliments et être en mesure de traiter un flux de production industrielle en garantissant aussi la sécurité alimentaire. Nous connaissons tous la sensibilité des produits, comme la viande hachée en particulier, mais voilà, c'est un critère extrêmement important de ce procédé. Et bien entendu, l'aspect économique et capital, le coût de l'équipement, la consommation d'énergie, la surface occupée sont aussi des points à optimiser dans l'étude de la solution adéquate. Ok. Et donc, là-dessus, on comprend bien qu'il faut lisser la production par rapport au pic de consommation, etc. Maintenant, est-ce que tu peux, Thierry, nous dire plus précisément les enjeux du procédé de la longue conservation à retenir? Je sais qu'il y a un transparent là sur la longue conservation des aliments avec les différents enjeux. Est-ce que tu pourrais nous le décrire plus précisément en fait? Les enjeux sont justement de conserver les qualités du produit et de garantir la sécurité alimentaire. Oui, c'est ce que tu disais avec la qualité organoleptique et les coûts énergétiques. Oui. C'est pour ça que derrière, c'était plus sur les objectifs de départ que je voulais te dire. C'était vis-à-vis de la longue conservation. C'était le slide qu'on avait pu voir un peu avant, Mathilde, sur les différents finalement objectifs de départ qui étaient au niveau des producteurs et au niveau des industriels agroalimentaires, sur ce transparent-là. Sur le lissage de la production. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les problématiques finalement de la longue conservation des aliments? Sur ce sujet-là,
Ouais. On a beaucoup de productions alimentaires qui sont saisonnières. Donc, la longue conservation a comme principal intérêt de lisser la saisonnalité des produits, que ce soit en production ou la saisonnalité de la consommation. Si on veut parler par exemple de la glace l'été ou de la galette des rois en janvier, ça ne se produit pas en juste à temps. Et les productions de légumes ont aussi leur saisonnalité. Donc la longue conservation des aliments a pour intérêt justement de pouvoir lisser tous ces événements de consommation et de production et de permettre aussi des stockages massifs des produits. Ok. Merci, c'est pour ça que je voulais revenir sur le contexte de la longue conservation des aliments vis-à-vis des producteurs et vis-à-vis des industriels agroalimentaires. Ensuite, tu nous as listé les enjeux et c'était intéressant sur vraiment la sécurité alimentaire, des steaks hachés que tu as parlé, des éléments de qualité organoleptique et du coût énergétique. Et maintenant, je voudrais revenir sur une autre question sur quels sont aujourd'hui finalement les moyens qu'on a mis à disposition des industriels pour finalement assurer cette longue conservation des aliments. Alors, les moyens les plus répandus aujourd'hui sont le séchage, la conserve et le froid. Donc, le froid par congélation ou surgélation. Et c'est le produit et son marché qui oriente le choix de la solution. Ok. Super. Et maintenant, vu qu'aujourd'hui on a deux experts sur la surgélation, sur ce domaine, sur ce secteur, congélation, surgélation, avec Florent et toi Thierry, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail au niveau technique sur ces deux sujets? Et première question, pour quelles raisons finalement on surgèle plutôt que simplement congeler? Alors, la différence entre congélation et surgélation est la vitesse de descente en température, avec comme conséquence la taille des cristaux de glace et la déshydratation du produit. Plus rapide est la descente et plus faible est la déshydratation. Donc, on procède à ce qu'on appelle un blocage d'évaporation du produit. Et plus la vitesse est rapide aussi, plus les cristaux sont petits pour qu'ils restent à l'intérieur des parois des cellules et préserver les qualités du produit. Quand les cristaux sont suffisamment petits, justement, on évite de percer les parois et donc les pertes en eau à la décongélation. L'autre élément à prendre en compte aussi, c'est une conséquence du premier, hein. Les cristaux de glace ont tendance à s'associer pendant le stockage au froid et donc de donner des cristaux plus gros, donc de grossir pendant le stockage en chambre froide. Donc la qualité de la surgélation est aussi un paramètre important dans la durée de conservation du produit. Ok. Donc finalement, la surgélation est plus préférable qu'à la congélation vis-à-vis de tout ce que tu viens de nous dire. Et maintenant, je vais te poser une deuxième question, c'est vis-à-vis là, on le voit sur ce schéma-là, avec une surgélation entre moins 30 et 50% et 50 degrés. Comment on fait maintenant pour choisir entre ces deux techniques? Est-ce que ça s'applique à tout type de produit ou est-ce qu'un produit peut être finalement surgelé par n'importe quel procédé? Je vais laisser la main à Florent là, sur cette question. Ok. Alors oui, alors donc le principe de surgélation repose sur la combinaison d'une température de refroidissement très basse, hein. En général, on parle de moins 35 à moins 40, voire moins encore, et d'un brassage d'air plus ou moins rapide sur les produits. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'échange sur le produit. Ce principe est généralement mis en œuvre par l'utilisation d'évaporateurs ou batteries frigorifiques, hein, pouvant fonctionner avec divers frigorigènes, tels que l'ammoniac, le CO2, l'alcali, l'eau glycolée, et l'utilisation évidemment d'une ventilation par biais de ventilateurs, soit axiaux, soit des turbines. On pourra notamment distinguer deux types de surgélation, hein, la surgélation par froid mécanique, hein, qui sera issue d'une machinerie de production frigorifique, et la surgélation par cryogénie qui utilise des consommables en bouteille comme l'azote par exemple. Les équipements dédiés à la surgélation sont divers, hein, tels que les tunnels linéaires, les tunnels spirales, ascendants ou descendants, les doubles spirales,
les tunnels à lit fluidisé, comme les IQF par exemple, et d'autres encore. Ok, super. Donc, on comprend bien finalement. Là, on vient de voir le procédé, les équipements, on vient de voir la combinaison qu'il faut, qu'il faut bien comprendre, qu'on a bien compris qu'il y a plusieurs composantes, une solution de surgélation. Et comment est-ce qu'on peut choisir finalement? Comment on va choisir en tant qu'industriel vis-à-vis de ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus finalement? Parce qu'il y a une combinaison équipement plus source de froid. Et quel choix finalement on a face à nous? Bah, Est-ce que c'est standard? Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Florent, là-dessus? ouais. Alors du coup, ce qui va orienter le choix, c'est en soi le type de produit, hein, parce que tout type de produit peut être surgelé, hein, que ce soit de la viande, du poisson, du plat préparé, du fruit, du légume, des produits boulangers, de la glace ou encore des fruits de mer. Le choix de la solution de surgélation sera guidé par plusieurs critères, hein, notamment l'agencement des produits, à savoir s'ils sont, comme on dit, en vrac ou alignés, ordonnés, leur conductivité thermique, leur taille, leur fragilité, le volume et la cadence des produits à traiter. Donc toutes ces indications-là vont orienter vers le choix de tel ou tel procédé ou équipement. Ok, ça marche. Et donc finalement, je comprends que finalement, en fonction des entrées et du produit, c'est un peu du sur-mesure. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, chez CIP, vis-à-vis de ce secteur-là? Alors bah oui, en effet, en termes d'équipement, il existe sur le marché des standards de surgélateurs, mais aussi beaucoup sont faits sur mesure. Et d'ailleurs, c'est la stratégie que nous avons optée chez CIP, car elle a pour but de proposer une machine au meilleur coût, puisque parfaitement dimensionnée aux besoins en prenant compte de toutes les contraintes d'exploitation du client. Donc on va donc travailler à partir d'un cahier des charges précis que l'on aura défini avec le client et regroupant les critères techniques liés au produit pour sa congélation, à la production en termes de cadence, à l'environnement pour l'implantation dans la salle de production et d'autres critères encore. Ok, ça marche. Et donc, plus précisément, est-ce que tu aurais un cas concret à nous décrire vis-à-vis des méthodes que vous déployez sur un projet de ce type-là? Bah, en fonction de l'étude et analyse des données et des desiderata clients, on sera en mesure de proposer diverses configurations de tunnels spirales notamment, hein, car c'est une des solutions les plus prisées du fait de son encombrement en verticalité. Mais on proposera aussi du linéaire et du lit fluidisé. Ok. Et donc, aujourd'hui, Euh, dans un projet comme ça qui arrive, est-ce que tu pourrais nous lister un peu les erreurs à éviter sur ce type de projet de surgélation? Alors, avant d'arriver aux erreurs, ça, je repasserai la main à Thierry pour cette question. Mais dans le cadre d'une prise de contact pour une sollicitation de chiffrage, hein, de la part d'un client potentiel, nous transmettons une trame de spécification du besoin qui est à renvoyer complétée par le client. Elle regroupe toutes les données dont nous venons de parler, nécessaires à l'étude du projet. L'étude faite en fonction de cette trame et les échanges, les différents échanges qu'on aura eus avec le client sera traduite par une proposition technico-commerciale, un devis. La réception de commandes du client lance après coup la création d'un planning de réalisation comprenant la commande et achat des fournitures, l'élaboration des plans de fabrication, la construction des équipements qui, pour le cas d'un spiral de gabarit routier, comme on l'appelle, sera entièrement réalisé en atelier, ainsi que les tests et mises en service suivant les délais indiqués au devis. Ok, ça marche. En ce qui concerne donc les différentes erreurs à ne pas commettre, je repasse la main à Thierry. Merci. Le pire, bien évidemment, c'est de sous-dimensionner l'installation et donc ne pas répondre aux contraintes d'exploitation. Mais il y a
beaucoup d'autres critères à prendre en compte. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais entre autres, il faut faire attention à des produits qui ne supporteraient pas une ventilation forte, puisque c'est ça qui nous permet d'avoir le coefficient de transfert de chaleur nécessaire à la surgélation. Donc si le produit ne supporte pas la ventilation, c'est évidemment un critère important dans le dimensionnement. On peut aussi avoir des produits qui se déforment. Si on prend une tarte, une quiche, une galette, étant donné que Florent tout à l'heure vous a parlé de surgélateur spiral, donc c'est un tapis qui commence droit et qui finit courbe. Donc si le produit se déforme dans le virage, c'est effectivement un souci. Donc dans ces cas-là, il faut trouver une autre solution pour éviter la déformation due à la courbure du tapis. On peut avoir des produits qui peuvent être sensibles au marquage aussi. Donc le tapis peut laisser, pendant la surgélation, peut laisser une marque sur le produit qui peut être un problème. Et ça peut aller jusqu'à aussi une pénétration du produit dans la maille et qui peut aller jusqu'à l'empêcher de prendre sa courbure nécessaire aussi. Donc le tapis est à choisir vraiment en prenant en compte les caractéristiques du produit. Donc il faut faire aussi attention aux produits gras, parce qu'un produit gras ne va pas... le gras va se déposer petit à petit sur la bande, ne va pas se comporter de la même manière. Donc il y a des types de bandes, des types d'entraînement à choisir en fonction de ça, et surtout des solutions de nettoyage en place adéquates pour réaliser un parfait dégraissage de l'ensemble des éléments de transmission entre les cycles de production. Il y a aussi les contraintes d'exploitation qui sont extrêmement importantes. Si c'est une production en 2/8 par exemple, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on travaille H24 toute la semaine avec un dégivrage séquentiel des batteries. La façon dont va être incorporé le surgélateur dans l'outil de production du client est aussi un paramètre important à prendre en compte, parce que on a besoin d'avoir un équilibrage d'air parfait entre l'entrée et la sortie pour éviter des flux d'air dans le surgélateur. Parce que flux d'air dans le surgélateur, ça veut dire dépôt de givre. Donc dépôt de givre, c'est de la consommation d'énergie, parce que pour surgeler, en l'occurrence, l'eau contenue dans l'air, et c'est aussi une baisse de performance de l'installation. Donc l'équilibrage d'air est extrêmement important. Donc, quand on a des configurations où l'entrée du surgélateur est dans une pièce, la sortie dans une autre, on peut avoir des différences de pression qu'il faut prendre en compte, et il faut permettre au surgélateur de les compenser. J'ai commencé par le sous-dimensionnement, mais le surdimensionnement, c'est aussi un vrai sujet, parce que quand on a une machine trop grosse, on a des surconsommations d'énergie, et là, forcément, c'est la viabilité de l'installation qui peut aussi être en jeu. Ok, merci Thierry. N'hésitez pas, l'ensemble des participants, à poser des questions via le chat. On va avoir une séquence de questions-réponses à la fin de la séance, donc n'hésitez pas. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions. On va toutes les traiter derrière. Moi, Thierry, j'ai juste deux questions là qui me viennent à l'idée vis-à-vis de CIP. Aujourd'hui, tu nous as dit que les produits, en fonction du produit, dans la courbure, il peut être abîmé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une cellule déjà pour tester les produits en interne vis-à-vis de ce comportement process produit? Alors, on peut bien évidemment réaliser des essais, mais la déformation du produit, c'est un sujet classique. Hein. Là, typiquement, si c'est ça qu'on doit traiter, on va utiliser une dépose tangentielle. Au lieu de déposer dans la partie droite et laisser le tapis prendre sa courbe, on va avoir un second tapis qui va venir déposer dans la courbe. Ok, ça marche. Et puis derrière, vous avez toutes les compétences en interne pour modéliser et dimensionner des machines spéciales en fonction du cahier des charges. C'est ça. Ok. Donc maintenant, on a pu comprendre là ce matin que les solutions, les combinaisons, elles sont multiples finalement pour parvenir à un bon process de surgélation. Pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous pouvez nous dire les tendances aujourd'hui, les demandes que vous avez sur le territoire, parce qu'on sait qu'on est un territoire très fort en agroalimentaire, avec quand même quelques grosses structures, mais aussi beaucoup de TPE, PME. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les tendances que vous recevez en termes de demandes sur le territoire? Alors, c'est assez varié. Hein. Ça va de l'industriel qui est déjà équipé et qui sait parfaitement exprimer son besoin. Donc, voilà, c'est du renouvellement, c'est une nouvelle ligne.
Donc là, on est sur un marché établi, sur un produit que le client connaît, plus ou moins. Bon, après, pas complètement dans les détails, mais connaît. Et on a aussi des entreprises qui cherchent à grossir et qui cherchent à diversifier leur marché, qui connaissent pas forcément la technologie, qui ont une connaissance limitée, qui en ont entendu parler, qui se sont renseignés un peu. Mais c'est des nouveaux opérateurs, l'entreprise, la PME qui cherche à franchir un cap. Bon, on a des évolutions aussi liées au mode de consommation actuel, liées au confinement, les plats préparés, des choses comme ça. Donc il y a des petites évolutions sur le marché. Mais en tout cas, quel que soit le besoin, on a toujours des solutions pour designer la solution adéquate pour le client. Ok, super. Florent, rien à rajouter vis-à-vis de ça? Cette dernière question vis-à-vis de la conclusion. Puis derrière, on va passer, si tu n'as rien à rajouter, on va pouvoir passer à la séance de questions-réponses parce que je vois qu'il y a pas mal de questions déjà posées dans le chat. Ouais, ben, pour ma part, je pense que Thierry a à peu près survolé tout le panel de questions qu'on pouvait avoir pour l'instant. Donc, non, je n'ai rien à rajouter pour l'instant. Ok. J'attends vos questions. Merci, messieurs. On a été rapide puisqu'on avait 30 minutes pour aborder le sujet. On a fait en 20 minutes. On va aborder maintenant les questions-réponses. On a une question de Coperl sur comment gérer les extrudats lors de la décongélation. Alors, je veux bien répondre à cette question. Alors, déjà, le premier sujet, c'est de limiter les exudats. La limitation des exudats se fait par la qualité de la surgélation. Plus on a une surgélation rapide, et moins on aura d'exudats. Malgré tout, on est toujours susceptible d'en avoir. On peut aussi avoir de l'eau libre dans le produit qui exude. C'est pas forcément l'eau intrinsèque dans les cellules du produit qui ressort. Ça peut être tout simplement de l'eau libre. Donc j'ai besoin de quelques précisions sur la question pour y répondre mieux. Ok, il va peut-être rajouter. Donc on va attendre un peu, mais sinon on avait une autre question vis-à-vis de Coperl, c'était comment faites-vous l'intégration avec un frigorifiste? Ben là, je vais laisser Florent répondre à cette question. Alors, ouais, l'intégration avec le frigorifiste. Alors, on va travailler avec le frigoriste du client, évidemment, s'il a déjà choisi son frigoriste. Sinon, nous, on a aussi des partenariats avec Axima, avec qui on travaille de concert pour proposer des solutions frigorifiques derrière, alimentant notre process. En termes finalement, on a une question sur l'implantation en termes de surface. Quelle surface pour implanter un surgélateur? Maintenant, comme c'est spécifique, je ne sais pas si vous pouvez répondre vis-à-vis de la tendance que vous avez. C'est vrai que la question de la surface, l'implantation, en fait, elle est à définir avec le client parce que on va essayer de s'adapter au mieux, évidemment, par rapport à l'implantation. S'il y a une implantation déjà prévue par le client au sein de son bâtiment, on essaiera de lui proposer une solution qui puisse se loger en lieu et place, bien évidemment. Dans la mesure du possible. Après, le problème est différent lorsqu'on est sur du bâtiment neuf où on peut, dès le départ du projet, pouvoir statuer sur une implantation dans un bâtiment qui aurait été prévu à cet effet, quoi. Ok. Merci Florent. J'ai une autre question de Monsieur Fourreau sur comment on gère finalement le multiproduit et comment on peut éviter le croisement de matières, solution de nettoyage, de film, etc. Le multiproduit, en fait, ça va être par le biais de recettes.
je suppose que les productions vont se suivre, s'enchaînent. Donc, on a des techniques pour éviter les croisements, justement, les pollutions entre différentes productions, de lavage en place, hein, sur nos surgélateurs. Après, ça peut être des lavages qui auront lieu lors d'un changement de production, mais ça peut être aussi des lavages en production, hein, ça, également. On peut proposer du lavage. Les lavages en production, finalement, entre deux OF, tu fais une séance de lavage. C'est quoi le protocole aujourd'hui? C'est ça. Alors, bon, quand c'est un changement de production, donc il y a un temps, évidemment, il y a un temps de lavage proprement dit du surgélateur. Mais lorsque c'est un changement de production en ligne, en direct, on a des solutions de lavage de NEP avec séchage intégré du tapis qui permettent donc de laver tout en laissant tourner la machine. En production, on vient laver le tapis et le sécher immédiatement. Parce que comment dire, la subtilité de ce procédé, en fait, c'est en cours de marche, le surgélateur en froid ne doit surtout pas capter d'eau. Donc, il faut absolument parfaitement sécher le tapis avant son entrée dans le surgélateur pour éviter des prises en glace excessives et voire des casses tapis. Et Florence, cette procédure de nettoyage pendant le flux de production, en termes de temps, est-ce que tu peux nous dire une fourchette de temps? Alors évidemment, il faut évidemment respecter un temps entre chaque production, laisser un temps de lavage qui va être défini par le traitement de la bande, en fait, l'entièreté de la bande lavée entre deux productions. Donc ça peut, selon la taille du surgélateur, ça peut aller du quart d'heure à la demi-heure. Ok, ça marche. Ouais. Et donc une autre question aussi de cette même personne, c'est comment on peut identifier les produits qui ne supporteraient pas une ventilation forte finalement? Pardon, excusez-moi. Comment on identifie les produits qui ne supporteraient pas une ventilation forte? Alors bon, je peux répondre à la question si tu veux, Florent. Dans l'essentiel des cas, ce sont des produits légers qui décolleraient tout simplement par la ventilation. Ça peut être aussi des produits fragiles qu'on pourrait déformer par la ventilation. Et ça peut aller jusqu'à des produits dont on bougerait le calpinage. On peut avoir un calpinage de produits qui est fait par la ligne de production et qui est important de conserver jusqu'au conditionnement. Donc si on les remue trop pendant le procédé de surgélation, par la ventilation notamment, ça peut être un souci. Donc c'est bien évidemment, pour dimensionner, on a besoin de voir et de connaître le produit potentiellement quand on est dans les limites, faire des tests. Tout à fait. On a aussi un petit peu un retour d'expérience sur les différents produits qu'on peut trouver. Donc déjà, on saura à peu près. Maintenant, si on a un doute vraiment sur un produit, on peut le soumettre en interne à des tests de soufflage justement pour voir s'il bougerait ou pas selon le type de vitesse d'air qu'on pourrait lui appliquer, quoi. Ok, Florent, en interne, vous avez des cellules de soufflage ou de surgélation que vous pouvez faire sur des petits volumes pour tester des choses en fait sur des produits. On peut mettre des bancs de test en place, tout à fait. Okay. Ça marche. Je reviens juste à la première question de Copperc au niveau des extudats. Donc il y a une petite précision. Il existe des solutions qui permettent de ne pas avoir d'extudat, champ magnétique. Qu'en pensez-vous? Eh ben, personnellement, jamais entendu parler de cette solution-là. Ok, bah, ce sera intéressant peut-être après ce web show. On vous mettra un slide tout à la fin des contacts et mails et téléphoniques de Florent et de Thierry. Vous pourrez échanger plus en détail là-dessus. J'ai d'autres questions quand même pour finir. C'est en termes
de temps d'étude pour un surgélateur, quel est le temps finalement d'étude pour un surgélateur vis-à-vis d'un cas concret? Alors, ça va dépendre principalement de la taille du projet, hein. Comme on disait un peu plus avant, on peut distinguer deux sortes de fabrication. On a ce qu'on appelle la fabrication de surgélateurs de type gabarit routier, c'est-à-dire que ça va être des machines que l'on va fabriquer entièrement en atelier et chargé sur porte-char et donc posé en lieu et place dans l'entreprise avant de faire sa mise en route. Après, on aura des surgélateurs à construire essentiellement sur place parce que leur taille sera trop imposante pour faire du gabarit routier. Donc, ça dépend beaucoup de la taille. Alors, par exemple, pour un taille gabarit routier, on pourra partir sur 2 mois en fait, hein, de réalisation, hein, en atelier. Après, pour une construction sur place, en général, ce sera à peu près le double, quoi. Ok, merci Florent. J'ai une autre question, c'est sur la maintenance vis-à-vis de ces surgélateurs. Quelle maintenance pour ce type de machine et est-ce qu'on peut la faire nous-mêmes finalement en interne via le service maintenance dans les industries agroalimentaires? Alors, la maintenance sur ce genre de surgélateur, parler du Spiral, ça reste une machine relativement basique, hein, du fait de sa technologie, donc, et relativement simple. Donc, chaque machine est livrée avec son DOE, hein, son dossier d'ouvrage exécuté, comprenant tous les protocoles de maintenance préventifs et curatifs, hein, avec le listing des pièces de première nécessité. Ensuite, on peut aussi mettre en place des protocoles de maintenance, hein, à distance, hein, par le biais de modules de télécommunication type A1 qui permettent un contrôle à distance de l'installation déjà pour gérer son fonctionnement. Ok, ça marche. Il reste encore quelques questions. L'entreprise Auguste, une table de croûtage en amont d'un surgélateur peut-elle éviter finalement les salissures de la bande transporteur du convoyeur du surgélateur? En effet, hein, c'est un type de pratique qu'on retrouve assez régulièrement aussi, hein, la table de croûtage en amont. Elle s'applique notamment en effet pour comment dire, garantir l'intégrité du produit avant son entrée dans le surgélateur, parce que pour les produits notamment très fragiles, ça permet au produit de mieux vivre, de mieux vivre sa surgélation derrière. Ça permet de bloquer tout de suite sa freinte. Ce qu'on appelle la freinte, c'est juste sa déshydratation excessive lors de sa surgélation, ce qui va empêcher pour les produits qui ont de fortes tendances à dégager d'humidité, à venir, on va dire, engorger la batterie des surgélateurs. Donc voilà. On va dire pour les. Ok. Donc là, on a fini la séance de questions-réponses. À moins qu'il y en ait encore une, je regarde 2 secondes. Non, c'est tout bon. Donc il me reste plus qu'à vous remercier Thierry et Florent pour ce webinaire sur la surgélation et sur les process de congélation pour les industriels agroalimentaires. N'hésitez pas, l'ensemble des participants, vous avez là directement sur votre écran les contacts de Thierry Le Garec et de Florent Lecoq, surtout Florent Lecoq avec son numéro et son adresse email. Donc si vous avez des questions supplémentaires là-dessus sur ce sujet, n'hésitez pas à le contacter. Donc merci messieurs pour cette matinée sur cette thématique-là et puis à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.